Bienvenue au Polysécure, épisode sur l'actualité. Je suis avec Vincent. Salut! Salut! Fait que, commençons par les schémas plug. On est toujours en COVID. Ça s'allège, bien heureusement. Les mesures de distanciation ont l'air de faire effet. Le vaccin a l'air de faire effet. Fait que tranquillement, ben là, on revient à une certaine forme de ce qu'on pourrait qualifier de normalité. Très le fun. On est capable de commencer à revivre pour les gens qui ont décidé d'adhérer aux mesures qui sont dictées. Premier événement, colloque international hier sur le spatial et le cyberspatial de défense. Un événement organisé par le Cybercercle le 20 octobre prochain. C'est en Europe, donc pour Nord-Américains, c'est des heures qui ne se peuvent pas, mais ça a l'air d'être super intéressant. Fait que je vais faire l'effort de me lever à 4 heures du matin, heure d'Amérique. Je vois que Vincent n'apprécie pas effectivement. Généralement, c'est tough, mais le sujet est suffisamment intéressant pour m'amener dans cette zone. 16 au 18 novembre, le European Cyber Week, lequel je vais aller en présentiel. Donc, je serai vraiment en Europe pendant 2 semaines, en France pendant 2 semaines. Celui est à Rennes. Du 24 au 27 novembre, Connected Week à Angers. Donc, c'est 2 événements dans lesquels je vais participer justement pour encore sentir le pouls européen, pour m'alimenter, pour m'aider dans ma connaissance générale de comment en Europe on aborde les choses. Je trouve ça très important d'avoir des visions très différentes justement parce que ça alimente ma réflexion. Et finalement, du 4 au 6 avril, Québec numérique revient avec le Sécure et la semaine numérique, le 4 au 8 pour la semaine numérique, le 4 au 6 pour le Sécure. Donc, plusieurs informations vont être disponibles dans les prochaines semaines. Commençons avec les nouvelles. La première, que je trouve très intéressante, Virus Total a sorti un rapport d'analyse des virus qui date entre janvier 2020 à août 2021. Qui donne un peu l'essentiel de ce qu'ils reçoivent comme code malicieux pour vérifier, parce que c'est ça leur job. Et essentiellement, des statistiques qui en sont très intéressantes, dont le fait que 95% des codes qui leur sont soumis sont des codes qui s'attaquent à des machines Windows, par exemple, et que 95% de ceux-ci sont des rançongiciels. Fait qu'essentiellement, on voit des vecteurs très, très importants de ce côté-là. Aussi, puis ce qui est très important à voir, c'est que moins de 5% des codes qui sont soumis sont vraiment ce qu'on pourrait appeler des exploits ou des 0D ou des choses spectaculaires puis qui sont too much. La réalité, c'est que la plupart des attaques sont faites par ingénierie sociale, donc de convaincre les gens d'ouvrir le fichier malicieux et dans le fond de se tirer dans le pied. Moi, c'est ce que essentiellement j'ai observé du moins de cette période, puis même de plus longtemps, que les campagnes de type Emotet, Trickbot, Triuc fonctionnaient essentiellement sur le fait ouvre la pièce jointe qui est dangereuse. Haha, mon ami, t'as un prix caché dans la pièce jointe, t'as un Excel de ci, t'as une affaire de machin. Donc, d'amener les gens à se tirer dans le pied, puis c'est probablement la façon la plus simple et la plus efficace d'arriver au fait d'infecter les machines. Les vues, puis dans le fond, les différents logiciels qu'on met en place aident les gens à faire ça. Et aussi, il faut considérer, parce que dans un podcast précédent, épisode 81 avec Ingrid et Alexandre, justement, on discutait de ces éléments-là où, dans le fond, les entreprises ont un rôle à jouer pour aider leurs employés à se prémunir contre ce genre de choses-là et de justement pas ridiculiser une personne qui, dans le cadre de son emploi, doit ouvrir toutes les différentes pièces jointes. Et l'exemple qui avait été nommé, entre autres, donc on est dans une campagne de recrutement et les RH vont solliciter les CV. Ben, si on envoie un virus dans un CV, ils vont l'ouvrir. C'est fait partie de comment les gens vont être. Fait que donc, faut le réfléchir de façon peut-être un peu plus intelligent que ce qu'on fait jusqu'à présent. Ouais, ben écoute, moi, ce que j'ai retenu, c'est que ce qu'on avait à l'époque où les gens essayaient de faire des exploits, vous savez, c'est quoi faire un exploit? Hein? C'est faire un effort, c'est produire via un effort surhumain, se dépasser, en fait, selon nos capacités, à produire justement l'événement désiré. Dans ce que je t'entends dire ici, par contre, le fait de faire des exploits avec au niveau des failles, ça se voit maintenant de moins en moins. Autrement dit, les gens... Oui, c'est plus le vecteur principal. Un exploit, c'est une attaque technique, là, pure technique. Là, on pourrait appeler un 0D ou des choses dans cette sphère-là. Donc, vraiment, de faire l'effort d'avoir des ingénieurs spécialisés pour développer une attaque, ça représente moins de 5% du lot total des attaques qui ont lieu. Là. Fait que les rançongiciels qui, depuis 3, 4,
5 ans, ou je ne le sais pas, c'est rendu vraiment c'est le patron, c'est le modèle. Là. Oui, c'est le modèle qui est... C'est plus facile, ça demande moins d'efforts, ça demande moins de compétences. Donc, c'est sûr que c'est utilisé, puis ça a l'air que de toute façon, on a échoué pour permettre aux gens de comprendre. On a échoué sur le fait de mettre des moyens techniques qui, justement, évitent que les gens se tirent dans le pied. Là. Ça veut dire que vraiment, le rançongiciel, là, ransomware, oui, je suis bilingue, j'aime bien mes termes français, par contre, faudrait vraiment s'attaquer. Je pense qu'en termes de sensibilisation ou en termes de technicalité, peu importe, ça serait le vecteur vraiment à prioriser pour se protéger justement puis réduire le risque à un niveau jugé acceptable. Autrement dit, on se rend compte que le rançongiciel marche. Oui, hein? Il marche vraiment très bien d'ailleurs. Il marche très bien. Ça veut dire que on échoue dans nos campagnes de sensibilisation. Écoute, par contre, tu as mentionné un événement qui s'appelle Campagne RH. L'objectif de la campagne RH, c'est de les ouvrir les CV. Est-ce qu'on ne devrait pas shifter vers une infrastructure spécifique selon le type d'événement pour isoler une possible attaque? Je ne le sais pas. Là. Je suis en train de jaser. Mais... Puis l'exemple que j'avais donné pour ce point spécifique-là sur l'épisode que j'avais avec Ingrid et Alexandre, c'était justement, chez un de mes clients, on avait ce défi-là, justement de limiter la probabilité d'ouverture d'une pièce malicieuse. Et on a mis en place un système qui permet justement de ne pas reposer sur les courriels pour transiger une information. Donc, dans un cas comme ci, c'est un formulaire web qui a été développé qui fait que les gens n'envoient pas un courriel avec, disons là, dans ce cas-ci, on prend l'exemple du CV. Donc, on a une page web qui dit, OK, dépose ton CV dans cette structure-là. Donc, comme les malveillants vont utiliser des moyens de masse, donc le courriel pour propager leurs choses, dans ce cas spécifique-là, en changeant le paradigme, on vient de retirer la 95% des cochonneries. Donc là, dès lors, les employés de cette organisation-là vont être plus vigilants. Donc, s'ils reçoivent un CV par courriel, ils disent non, ils vont juste répondre à la personne. Nous n'acceptons pas des CV par courriel. Va sur cette plateforme-là, dépose. Donc, s'il y a une attaque malveillante, ben là, essentiellement, elle ne sera pas capable de s'exécuter. Ça n'empêche pas le malveillant d'utiliser la plateforme pour nous envoyer un CV infecté. Par ailleurs, l'effort pour le faire versus par courriel est démesuré, puis ils sont paresseux, puis il faut que ça soit rentable. Donc, on vient de pour un temps, corriger cette problématique-là. Fait qu'on a réfléchi pour aider les gens à ne pas se tirer dans le pied aussi. Puis c'est un peu le rôle qu'on a comme professionnel et comme organisation de faire que les gens, les guider. Ta sensibilisation, c'est vrai que la sensibilisation peut réduire, puis je suis d'accord que ça ne réussit pas parce que il y a certaines attaques, je pense que même les professionnels de sécurité vont tomber parce que des fois, elles sont tellement bien faites que c'est très difficile de discerner le vrai du faux. Ah oui. Fait que, mais écoute, l'exemple RH, je pense qu'il était très bien imagé. Hein, on envoie ça, on change le modèle de com, on envoie ça dans une infra qui est à part, bien entendu. Mais c'est un exemple parmi d'autres. Oui. Mais effectivement, le rançongiciel fonctionne. Puis le rançongiciel par ingénierie sociale, puis comme tu l'as dit, là, ingénierie sociale, c'est pas de nécessairement appeler quelqu'un de vive voix, là. C'est une communication par un média X, point barre, là, jusqu'à temps que la personne fasse le fameux faux pas. Fait qu'en amont, je vois pas d'autre chose que de faire un petit peu comme une personne que je connais. C'est un bel exemple. Il y a des gens qui vont aux Olympiques, il y a des gens qui font des concours nationaux entre pays, athlétisme, natation, etc. Il y a au travers de ça des gens qui prennent des substances qui ne sont pas légales, des stéroïdes anabolisants, par exemple. Pendant longtemps, on cherchait la façon de déceler la présence de stéroïdes. J'ai une personne que je connais très bien. Ils ont décidé de prendre une avenue différente. Ils ont décidé de produire des nouvelles méthodes d'absorption de stéroïdes indétectables par les tests déjà connus. Qu'est-ce qu'ils ont développé avec ça? C'est qu'ils ont réussi à introduire des stéroïdes dans le corps d'athlète, mais en même temps, étant à l'avant-garde, ayant 2 coups d'avance, trouver les méthodes pour déceler la présence. J'avais trouvé ça extrêmement cool. Méthode canadienne, by the way, /québécois. Donc, droguer les gens pour mieux déceler la présence de drogue, dans ce cas-ci, des stéroïdes anabolisants.
Est-ce qu'on devrait faire la même chose? Je pense pas ici que ça s'applique nécessairement, mais peut-être qu'il faudrait s'intéresser un petit peu plus de façon créative à développer puis à se mettre dans la peau de personnes très malveillantes. Puis je pense même que la police le fait pour développer ses stratégies, ses infiltrations, et que ça donne des résultats. Ça donne des résultats avec les êtres humains. Il faudrait peut-être... c'est un coup de dé dans le monde informatique de faire ça. Oui. Mais bon. Ben c'est ça, c'est un peu un mélange des deux. C'est-à-dire, améliorer nos mesures techniques. C'est-à-dire que d'arrêter d'avoir des logiciels qui nous aident à s'infecter. Là, que ça, c'est un peu sur le fardeau et sur les fabricants de logiciels, tant qu'à moi, où à ce moment-là, ils devraient justement mettre des indicateurs beaucoup plus clairs et éviter ce genre de choses-là. Microsoft a fini par forcer le fait que les macros dans Excel arrêtent de s'exécuter seuls. Ça leur a pris des années d'exploitation de ça, de gens qui se sont fait infecter avant qu'ils mettent en œuvre une stratégie universelle pour protéger ce genre de choses-là. Fait que là, il y a un peu de lenteur des fabricants dans ce sens-là pour aider les utilisateurs et les utilisateurs d'avoir des signaux et des capables. Fait qu'on a les deux à combiner pour arriver à une meilleure protection ou qu'on arrête de voir cette phase de rançon logicielle nous frapper comme elle frappe là. C'est pas dire que les malveillants ne vont pas évoluer, mais au moins, ça va leur coûter plus cher à essayer de faire ça. Donc, en leur coûtant plus cher, ben, ils vont arrêter de nous tanner un peu avec cette stratégie-là. Et incidemment, là, dans les show notes, il va y avoir un autre référence pour justement que tous les types de vulnérabilités qui sont utilisés par les rançons logicielles pour avancer de façon plus technique. Donc, les deux informations sont disponibles. C'est très intéressant de voir comment tout ça évolue et tout ça s'exprime. Nouvelle suivante, OVH, et elle est dans la même mouvance que Facebook. Dans le fond, on a eu les deux coup sur coup de grands pannes informatiques majeurs. Dans le cas, puis encore, c'est ça qui est très drôle, dans les deux cas, c'est des pannes au niveau du routage. C'est-à-dire qu'il y a eu une intervention qui a été faite, l'intervention elle a raté dans les deux cas. Dans le cas de OVH, c'était moins grave parce que ça a été quelques heures. Dans le cas de Facebook, ça a été beaucoup plus pénible comme changement. Moi, ce qui me fascine dans ces nouvelles-là, sans avoir nécessairement creusé dans la profondeur puis de tout lire, puis même, tu sais, je ne questionnerai pas l'explication officielle parce que je trouve que l'explication officielle est relativement crédible dans son ensemble pour ce que j'ai vu des commentaires qui ont été faits. Par ailleurs, dans les deux cas, je trouve ça malheureux que ces organisations-là laissent des gens changer des configurations dans les routeurs à partir de leur domicile. Dans le cas de Facebook, c'était évident. Et le problème que ça l'a fait dans le cas de Facebook, c'est que même les cartes d'accès qui se branchent sur leur réseau ne fonctionnaient plus. Fait que c'était vraiment, ils se sont fait expulser. Ça, ça doit être l'expérience qui parle. En début de carrière, on fait tous ce genre d'erreur-là. Chill à la maison, tranquillou, sur le laptop. On fait un changement majeur au bureau, paf, le soir. Et ben ça explose. Fait que ce qui nous oblige d'embarquer dans nos autos et d'aller au bureau pour aller sortir notre merdier qu'on a fait. Oui, mais on est super bien positionnés, toi et moi, pour avoir travaillé pour la même organisation pendant un temps. On était au début des bons accès VPN qui permettaient de travailler à la maison, là, de la maison, puis de voir pas la gestion de risque vis-à-vis de travailler à la maison, mais de voir les avantages très personnels de faire justement, comme tu viens de dire, des mises à jour ou, je vais te donner un exemple, et ça m'est déjà arrivé, de faire une routine sur un serveur. Oui, on est en mode redémarrage, mais il y avait une petite notice dans le bar qui disait que c'était pas un redémarrage comme on fait Ctrl Escape pour le menu Windows, redémarrer Enter. Non, ça disait redémarrage physique requis. OK, on n'avait pas lu la notice. Ah, Seigneur, qu'est-ce qui se passait? Quand il est 2 heures du matin, puis qu'on est à 15 minutes du bureau, puis qu'on a une carte d'accès, puis où on a des clés, on a toutes sortes d'options. Ça va. Mais Nicolas, comme il vient de dire là, les mesures de protection et de sécurité, je dirais pas de protection, je vais dire de sécurité physique et logique, on fait en sorte que le gars il était en mode lockdown. Là. Ah, il s'est expulsé. Là, ouais. Je l'ai vécu en début de carrière dans les années 90. C'est sûr que ça nous est tout arrivé. Et je peux toujours minimalement plaider qu'il n'y avait pas de maturité au niveau des TI à cette époque-là, qu'on
ne fait ça. Sauf que je l'ai connu, fait que ça a été une des dernières fois où j'ai fait ce genre de choses-là. Après ça, les changements qui étaient potentiellement de me botter en dehors d'un système, mais j'étais toujours à distance de marche de ce système-là. Puis à distance de marche, c'est 5 minutes de marche du système en question. Là. Écoute, ça fait plus de 20 ans ce que tu parles là. On a grandi puis on a fait bâtir justement les aspects de gestion de risque à ce niveau-là. Ce qui veut dire que quelqu'un a dû l'inscrire à quelque part. Donc, c'est dans le cas de Google, de s'auto-lockdowner, disons-le de même, là, s'auto-crisser dehors et à distance. Puis dans certains cas, je me demande pas s'il y avait un employé qui était assez loin, justement, des bureaux, mais peu importe, le déplacement n'a pas d'incidence parce qu'une fois sur place, ça prend une torche ou un tank pour rentrer. Ouais, c'est ça qui est d'autant plus drôle. Là, c'est justement les systèmes d'ouverture de cartes. Là, ils n'ont pas élaboré dans les histoires jusqu'à quel point ça a été spectaculaire de remonter ça. Puis ça serait justement de voir. Ça ressemble quasiment à une attaque de zombies. Là, on est vraiment dans ce genre d'univers-là. Où on doit arriver au data center puis défoncer avec des torches, puis avec un tank. Puis, bref, ça serait très drôle qu'il y ait comme un peu plus de détails par rapport à comment ils se sont démerdés. Mais en même temps, ça démontre à quel point il y a un problème. Puis je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est dû se faire gronder, pas pire. Après ça, s'il a encore sa job, parce que c'est pas genre d'intervention. Puis même s'ils disent dans leur rapport que oui, notre système de préservation n'a pas attrapé le machin, tout ça. Ouais, mais t'as un humain qui a fait l'opération, puis c'est la même chose pour OVH. C'est un humain qui a fait l'opération. OVH, dans le cas de ça, ils disent que c'est un problème de copier-coller. Donc, la ligne de commande c'est copié sur 2 lignes, ce qui arrive souvent quand on fait ce genre de choses-là. Donc, il y a un risque associé à ce genre. Puis là, les commandes ont été lancées. Donc, eux autres ont réussi à revenir beaucoup plus vite, mais ça démontre à quel point on devrait justement, être localisé, puis même en termes de confinement dans lequel on a été, ou en termes de télétravail, il y a évidemment des emplois ou des opérations qui doivent se faire sur place. Puis, on porte un masque, là, c'est pas grave là, d'aller sur place pour aller faire l'opération. Là. Hey, veux-tu dire que le fameux copier-coller, une fois de temps en temps, quand tu copies une ligne, tu es à l'autre comme moi, le maudit espace de marde que le copier prend fait un retour de chariot automatique et dans un système de lecture de ligne de commande, ça peut faire du caca. C'est en plein ça. Et puis, mais écoute, fait qu'en amont, c'est pas le copier-coller qui est le problème. C'est la machine qui décide d'interpréter le copier-coller au lieu de l'interpréter tel quel, décide d'ajouter. Puis un retour de chariot, c'est un RT en fait, là. C'est une commande qui est relativement complexe, mais qui est dans le microcode du processeur. C'est épouvantable, là. C'est épouvantable d'ajouter ce type d'élément-là, là. Moi, écoute, mon prochain vecteur d'attaque va être dans le copier-coller. Je pense que je vais le hijacker. c'est ça. Mais là, ce qui est troublant dans tout ça, c'est que c'est 2 changements qui n'ont pas passé parce qu'on a la grosse mode du DevOps. C'est-à-dire que tu chemines ton changement et ton changement est automatisé dans ce cas-ci et donc testé en conséquence. Dans ce cas-ci, on est dans un cas, c'est des humains qui étaient en arrière du clavier, qui ont fait chacun des erreurs parce qu'on est des humains, c'est normal. Puis en ce sens-là, c'est pas l'employé lui-même n'est pas à blâmer dans l'ensemble, sauf qu'il était peut-être pas avec le niveau de précaution nécessaire pour arriver à ce genre de choses-là. Fait que même le copier-coller, j'ai fait ce genre de problème-là, je le comprends, ça, je l'ai vécu, sauf que je trouve étonnant qu'en 2021, on se retrouve encore avec ce genre d'erreur-là. Puis j'en ai fait, j'opère des systèmes Linux depuis finalement tellement longtemps que pour moi, cette situation-là n'est plus tellement normale. Puis ces erreurs de copier-coller-là, je les ai vécues fin des années 90, début 2000. Donc, ça fait 20 ans que je fais très attention à ce genre de choses-là, que je m'assure que ma source n'injecte pas des choses dans ma ligne de commande qui font qu'on s'exécute tout croche. Ou à la limite, je ne fais même pas de copier-coller. Je me crée en Linux un bash sur lequel je pousse, puis là, j'exécute mon bash que je sais qui va descendre correctement et qui va exécuter les choses sainement et non en interprétation de copier-coller. Puis ça, c'est un exemple. Puis pour ceux qui ont vécu les codes, le problème des codes de page, quand tu fais des copier-coller avec des changements de code de page, puis les accents se retrouvent en des symboles funky, ça aussi, c'est pas le fun. Puis quand on a travaillé avec des systèmes comme ça, OVH étant une entreprise française, doit opérer dans des codes de page français.
Donc, s'ils font des copier-coller, ils peuvent se ramasser avec des codes spéciaux au passage. Donc, ça peut être encore multiplier la possibilité de problème. Donc, j'ai un peu de misère encore à voir qu'on fait du copier-coller en 2021 pour des entreprises avec ce degré de complexité-là, avec ce degré d'infrastructure-là et de, je présume, de maturité en termes de processus TI aussi. Là, fait que ça me flabbergasse là, assez pas pire. Bon, écoute, en amont, ce que je te dirais, là, c'est je ramènerais VI, le fameux traitement de texte de Unix. Le fameux traitement de texte qui a fait rager. En fait, vous voyez beaucoup de vidéos sur Facebook présentement. Hein? Il y a une section vidéo avec des gens avec qui vous ne voulez pas jouer en ligne. Écoute, ils perdent les pédales, ça panique, etc. Ça, c'est du monde qui n'ont jamais travaillé avec VI. Oh là 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 là. Puis, la philosophie de VI est dans son mode de fonctionnement. VI n'accepte rien. VI veut qu'on lui dise ce que l'on veut faire avant de faire ce que nous désirons faire dans le traitement de texte. Et en passant, c'est excellent. Juste quitter VI pour sortir de là, si on ne veut pas faire un Ctrl-Alt-Delete, un double Ctrl-Alt-Delete sur un Unix, ça reboot. Mais si on ne veut pas faire un double Ctrl-Alt-Delete, comment sortir de VI? C'est déjà extrêmement terrible. Minuscule, majuscule, très important pour VI. Les touches Ctrl, Escape, Alt, faites attention, ça démarre des commandes, on ne sort pas facilement de là. Par contre, faire un copier-coller dans VI, ça ne ramènera pas un retour de chariot, par exemple. Ça va faire votre ligne de commande telle que vous l'avez demandé. Il est là pour vous obéir. Oui, entre autres. Je fais une petite blague ici, là. Oui, mais VI, c'est assez souffrant. Là. Si je peux me l'éviter, je me l'évite autant que je peux. Là, parce que, calisse que j'aime pas ça, ce genre de... Désolé, parce que là, il y a vraiment de l'émotion, mais j'ai vraiment de la misère avec ça. Ça m'égratigne l'intérieur d'utiliser VI. Bref, mais effectivement, c'est beaucoup plus rigide. Et ça a justement des mesures, des guardrails, des garde-fous qui empêchent justement que tu fasses des erreurs qui t'amènent dans une zone... Pas des garde-fous, des murs de 20 pieds, man. Des murs de 20 pieds, là. Béton armé 3 mètres, là. C'est terminé, là. Oui, tu t'écrases complètement, tu peux absolument pas rien faire. Fait effectivement, c'est ces mesures-là, mais j'en reviens encore sur les deux cas. Je trouve ça fascinant que ça soit pas automatisé parce que dans le DevOps, normalement, on est dans un contexte d'automatisation. En pré-show, tu me mentionnais justement que Amazon a un nombre extraordinaire de mise en production journalière. Microsoft, ça va être aussi immense que ça. GAFAM devrait être totalement... On devrait avoir le F dans ce cas-ci parce que les autres, de toute apparence, dans leurs infras, ils ne le font pas au complet. Effectivement. Le GAFAM... Écoutez, ça correspond à je ne sais pas combien de milliards au niveau du marché. Vous êtes des entreprises de techno. Le DevOps devrait faire partie de votre ADN maintenant et depuis longtemps. Ce que je mentionnais tantôt à Nicolas, une petite histoire justement ce que j'ai lu sur le DevOps. Puis arrivez-moi pas avec du DevOps, du DevSecOps, du DevSecOps DevOps ou peu importe vos déclinaisons. Le terme original, c'est DevOps. C'est rendez vos développeurs heureux, laissez-les développer. Rencontre agile, documentation de développement, probation. Non, laissez-les développer. Ils sont heureux en développement. Tout ce qu'il y a par après, le DevOps va s'en charger. Sécurité dans le développement, pour moi, c'est tout simplement une compétence qu'on vient, un critère qu'on vient ajouter, mais peu importe. Fait comme je disais à Nicolas, c'est ça. Amazon, pour le maintien de sa prestation de service, les sites, les updates, les ci, les ça, le Prime, le musique, peu importe, oubliez pas que c'est gros, c'est une méga infrastructure. Le DevOps est très bien implanté là-bas. C'est des milliers de mises en production qui se font et de façon automatisée à tous les mois. Oui, c'est ça. Puis c'est la base même de ce que c'est. Fait que c'est très, en tout cas, bref. On a assez frappé sur le cheval qui est à terre. Fait qu'on va basculer à la nouvelle suivante. Là, c'est le Office of Management and Budget, le OMB, qui est une agence américaine qui vient dans le fond, de émettre une forme de directive au niveau des EDR, au niveau des différents organes gouvernementaux américains, qui viennent un peu se mêler. En tout cas, les commentaires qui en sortent sont un peu
positif et négatif là, dans les deux genres, là, mais dans le fond, ils veulent forcer les différentes agences américaines de déploiement et de surveillance de l'EDR, qui est dans le fond un antivirus plus. Ça revient un peu à ce que je mentionnais à ma conférence à Montréal Connect. C'est un outil qui est de plus en plus une utilisation pour les organisations pour justement avoir une capacité de surveillance et une capacité de réponse sur les appareils. Dans un contexte de télétravail, c'est d'autant plus important parce qu'on n'est plus au bureau. Donc, si on se fait infecter, on soit en mesure il faut que l'organisation soit en mesure d'intervenir, même si la personne est assise chez elle. Donc, c'est des choses comme ça. Ça fait que dans leur cas, eux autres, ils veulent s'insérer là-dedans. Et puis même, il y a des exigences de surveillance. Je pense que c'est dans 120 ou 90 jours après l'émission de la dite, je ne dirais pas une recommandation, mais en tout cas de la directive. Donc, il y a une forme d'intrusion à ce moment-là qui est faite par cet élément-là. C'est pas facile pour avoir opéré des EDR. C'est assez complexe. Ça doit être mis justement en contexte de l'organisation dans laquelle c'est. Ça doit être mis en utilisation, ça doit être optimisé. Puis, je n'ai pas lu l'ensemble du détail. J'aurais peut-être dû le lire davantage, le fameux mémo. Mais c'est pas clair comment ils vont réussir à aider les différents organes gouvernement américain de pouvoir, optimiser l'EDR s'ils en ont un. Parce que l'optimisation est très importante sur la capacité d'en faire. De justement de connaître les angles morts de ces EDR-là, parce que chaque fournisseur a ses forces et ses faiblesses. Donc, il faut connaître les angles morts justement pour être capable d'intervenir convenablement puis d'attraper ce qui pourrait contourner. Puis l'espèce de volonté de rassembler ou de surveiller de façon centrale, eux autres, avec le CISA qu'ils vont utiliser pour cette surveillance-là. Je ne suis pas convaincu, puis j'ai jamais été convaincu avec ce degré de centralisation-là de surveillance d'action, même la journalisation centralisée, la journalisation en dehors de l'organisation, un peu comme on voit avec les MSSP. Oui, mais non, parce que la sécurité, c'est très contextuel. Ça dépend toujours du modèle d'affaires dans lequel on est dans une entreprise. Ça dépend aussi de la culture de l'entreprise. Puis, je dirais, moi, ce que je fais chez mes différents clients, je peux transporter certaines connaissances d'un client à l'autre, mais c'est quand même limité parce que la culture, la façon de faire, les applications, tout ça est tellement différent d'un client à l'autre que je dois réadapter constamment ce que j'ai d'un vers l'autre. Outre le fait que la menace est similaire, la façon d'y répondre change. Fait que j'ai beaucoup de scepticisme, comme beaucoup d'ailleurs des commentateurs que j'ai vus sur le sujet, sur comment tout ça va pouvoir se matérialiser, comment on va voir. On a 90 à 120 jours de voir comment ils vont le faire, mais je suis très, très perplexe. Hey, écoute, c'est un sujet intéressant. C'est un beau scénario de film, première des choses. Centralisation. Écoutez, je suis dans le monde de la journalisation, là. Gérer certains risques par la journalisation. Centraliser, j'en vis, j'en ai vécu. C'est très bavard, un log. C'est très bavard, ça devient énergivore. Si le travail n'a pas été fait en amont. Nicolas l'a bien dit, hein? Chaque entité, même les entités qui offrent la même prestation de service, ont une réponse émotionnelle au risque. Ouais, j'aime ça, réponse émotionnelle au risque. Oui. Très, très différente. Très différente. Puis toutes les raisons sont bonnes dans ce dossier-là. Hein? Acceptation, réduction, transfert, peu importe. Là. Toutes les raisons sont bonnes. Puis la journalisation n'a jamais résolu, peut-être résolu des meurtres, là, mais a jamais prévenu mort d'homme au travers de ça. Faut bien calibrer justement notre réponse au risque, notre appétit. Pourquoi? Puis la façon centralisée, écoute, c'est pas que je suis pas d'accord. Je suis en partie d'accord, mais ça fait beaucoup trop d'informations. Centralisées au même endroit, ça vient, si vous n'avez pas d'infrastructure de bit mining pour analyser ça, lâchez-moi les processeurs, là. Première des choses, c'est, je le sais, je l'ai vécu et j'entends les échos. Là, à cette heure, là, c'est pas parce qu'on va prendre une infra avec 256 CPU, comme il y avait dans le Big Blue, là, une vingtaine d'années, là, qu'on va gérer ça, là. Ça prend des coprocesseurs mathématiques, là, que c'est des cartes vidéo, là. Là, je suis désolé, là, mais
c'est une ferme de bit mining que ça va vous prendre. Puis 2, si vous faites pas l'exercice de savoir, hey, qu'est-ce qu'on a envie de trouver? Qu'est-ce qu'on a envie de trouver? Ben, je suis désolé. 1, les possibilités deviennent maintenant infinies. 2, vous avez trop d'informations sensibles. 3, les résultats vont être interprétés de n'importe quelle façon. Faites gouvernance, s'il vous plaît. Gouvernance. Qu'est-ce qu'on cherche? Autrement dit, tu l'as mentionné, par prestation de services similaires, la gestion de risque est différente. Ça va prendre un baseline à un moment donné, une fameuse tangente, hein? Un indice de corrélation qui dit cet élément-là, peu importe le modèle de gestion de risque par type de prestation de service, c'est quelque chose qu'on veut adresser. Là, c'est de l'ouvrage. Là. Si ce n'est pas starté là, lâchez-moi le DR. Commencez par faire cet ouvrage-là, puis déterminer ce que vous voulez couvrir comme risque, quels sont les critères obligatoires, puis quels sont les critères relatifs ensuite de ça, puis développer votre modèle. Là, votre EDR, vous allez pouvoir mettre en place quelque chose. Mais en tout cas. Oui, mais c'est ça prend un degré de maturité organisationnelle que j'ai l'impression que la plupart des agences américaines dans ce contexte-ci, puis je pense qu'on va aller plus large, la plupart des organisations ne disposent pas de cette maturité-là. Donc, à ce moment-là, on se fait juste inonder. C'est comme essayer de boire de l'eau à partir d'une bonne fontaine. Là. On a juste plein la face, puis on est capable de rien faire. Il y a comme une maturité. Donc, comment on filtre nos informations? Puis là, l'EDR est comme une extension à la journalisation dans ce cas-ci, au-delà du fait qu'il y a le R et le response, mais il faut quand même le detect qui est le D. Le detect, il va jouer comme un antivirus un peu plus sophistiqué, mais il y a quand même une limite de portée aussi. Donc, c'est la corrélation de façon large, comme dans une journalisation, qui va être utile. Donc, si on n'est pas capable de le faire correctement, on fait juste se faire inonder, ça sert à rien. Si le ramener comme ils veulent le faire, ça va justement nous mener à une place peut-être qui n'amènera pas de valeur aux organisations, qui n'amènera pas de valeur à la sécurité, parce que les étapes de filtrage, mettons, si on prend l'exemple que les autres veulent faire, bien, normalement, ce qui va sortir de l'organisation, ce qui va sortir de l'agence gouvernementale, va avoir été pré-filtré. Donc, on a déjà quand même des équipes sur place qui vont en faire une partie du travail. Donc, après ça, quelle est la valeur d'aller à un niveau supplémentaire d'analyse ou de méta-analyse pan gouvernementale? C'est peut-être, mon feeling, c'est peut-être SolarWinds, c'est peut-être de voir attraper une menace qui transcende l'ensemble de l'agence gouvernementale, des agences gouvernementales américaines, mais je ne suis pas convaincu que le chemin qui est pris est un chemin qui va les aider vraiment, plutôt que d'avoir des équipes qui collaborent, qui ont des outils comme MIPS, par exemple, qui est développé par les Français, qui est une espèce de base de connaissances dans laquelle les organisations peuvent échanger leurs indicateurs de menace. Donc, en développant plus une stratégie de collaboration, une stratégie de transfert de connaissances, j'ai l'impression qu'on va avoir un avantage tout en laissant la pleine latitude aux différentes équipes et aux différents SOC, finalement, dans les différentes agences américaines. Puis moi, je mettrais beaucoup d'énergie sur la montée en compétence de ces SOC-là, parce que finalement, c'est ça. Je pense que moi, dans ma carrière, c'est ce que j'ai vu, les SOC des organisations qui sont matures vont être capables de réagir avec beaucoup plus de calme, moins d'émotion et avec beaucoup plus d'efficacité dans des cas d'incident. Ils sont capables de voir et donc de travailler dans une sphère de données qui est humainement traitable. Même avec l'intelligence artificielle, le machine learning sont capables de le faire. Donc, ils vont être capables d'opérer à l'intérieur de ce spectre-là. Et ensuite, de collaborer avec leurs collègues, parce que il y a plusieurs agences américaines. Donc, d'échanger, soit avoir une table de collaboration et des outils technologiques. Un des éléments de MIPS, entre autres, c'est le transfert des indicateurs de compromission. Donc, si on est capable d'avoir rapidement dans une agence qui détecte, on prend l'exemple de SolarWinds, qui est assez transversal, une des agences détecte des éléments anormaux, crée un indicateur de compromission, le met dans la plateforme d'échange. Systématiquement, l'ensemble des agences américaines, à l'intérieur de 24-48 heures, vont avoir l'indicateur et vont être capables d'interagir. Donc, à ce moment-là, est-ce que l'effort de centralisation d'EDR est simple? Moi, je n'y vois pas d'avantage, mais je vois plus d'avantage à mettre des plateformes de collaboration et des plateformes qui permettent puis justement de se challenger entre équipes. Il y a une forme, moi, je crois beaucoup à l'émulation, c'est-à-dire que deux agences vont vouloir compétitionner pour être la meilleure des deux, ou en tout cas dans l'ensemble, tout le monde va avoir une forme de saine compétition qui va les aider à devenir les meilleurs. Donc, à terme, l'ensemble des SOC ou des centres opérationnels de sécurité vont être capables
augmenter leurs compétences juste parce qu'ils veulent être meilleurs que leurs voisins. Et dans un contexte défensif, c'est très bien de vouloir être meilleur que ton voisin parce que plus tu es meilleur et ton voisin nécessairement va vouloir être meilleur que toi. Donc, incidemment, l'ensemble de la compétence dans l'appareil gouvernemental américain dans ce cas-ci, et j'espère que ça se fait au Canada et au Québec aussi d'ailleurs, c'est aussi valide, qu'on ait cette espèce d'avancée-là et d'aider les différents organismes à avancer et d'avoir les budgets pour le faire. Puis c'est un des autres points qu'il mentionnait dans l'article. Le volet EDA, il n'est peut-être pas financé non plus. Fait que mettre l'argent aussi à la place pour l'aider à grandir. Là. Non, mais écoute, tu as touché un point, là. Centralisation, peu ou pas de gouvernance, pas de baseline, mais un modèle très rigide, strict, couvert. C'est vrai que c'est pas l'idéal. L'autre élément que tu as mentionné, puis écoute, tu bâches en fait le j'appelle plus ça un sentier battu, là. On est du même univers, toi puis moi, là. Le partage d'expériences, de connaissances, sans divulgation d'informations sensibles de par les entités pour lesquelles on travaille, entre nous, c'est l'image que tu donnes en disant « Hey, vous êtes des experts en sécurité dans le domaine financier, institutions financières, compagnie d'assurance. Sans mentionner de secret, si on vous met dans un bunker pendant un mois, vous ressortez avec quoi? On ressort avec un asti de plan d'action, là. On ressort avec un plan d'action, un plan d'intervention, un plan de réponse, très verbose. On n'a pas de technologie. On sort avec des idées sur lesquelles on s'est entendu. On a un baseline. Il n'y a personne qui s'est mangé là-dedans. Là. Tout le monde sort vivant. Le monde sort bien nourri. Là. C'est essentiel. Oui. Mais, comme Nicolas le dit, deux entités ayant la même prestation de service qui se compétitionnent, ben, s'ils font les choses selon ce qui est prévu, ben, c'est une saine compétition. S'ils se partagent l'information, s'il y en a un qui croule, ben, c'est sûr que l'autre a un avantage, etc. Ça ne veut pas dire qu'il va crouler. Ça veut entre autres dire à 98% que c'est lui le prochain qui va crasher si l'autre s'est fait avoir d'une façon malveillante. Mais peu importe. Une bonne compétition, c'est une saine compétition. Il y a des compétences qu'on peut partager. Tu l'as bien mentionné. Les cybercompétences, je pense qu'on a tous avantage. Pourquoi? Parce que ça va au-delà de notre personne, ça va au-delà de notre secteur, ça va au-delà de notre entité souvent. Ça a un impact beaucoup plus national. Le national, là, prenez-moi pas au mot, là, les souverainistes. Là. National, oui. Québec, oui. Canada. Ça a beaucoup plus un impact à ce niveau-là. Pour des compagnies qui travaillent sur la même bannière du Québec ou du Canada, on peut-tu avoir une certaine cohésion avec nos compétences pour en faire profiter justement nos secteurs d'affaires, nos entités. Tout à fait. C'est comme ça que je vois ça. Oui, ben c'est ça. C'est peut-être pas d'aller dans un modèle de centralisation absolue, mais dans un modèle de collaboration absolue. C'est qu'on maintient quand même les compétences dans chacun des agences, dans ce cas-ci, le modèle américain, mais si on reprend le modèle au Canada, dans les différents ministères et organismes, eux vont regarder leur niveau de compétences, leurs gens, et développer à travers ça, mais de favoriser puis mettre en place les moyens technologiques, mais aussi les moyens humains de collaboration de ces gens-là, d'échange d'informations et les aider à se challenger entre eux autres, parce qu'il y a un plaisir pour avoir fait, entre autres, beaucoup de gestion d'incidents, de sécurité de personnes, ça, de genre se challenger entre professionnels puis dire OK, ouais, non, mais moi, je fais ça comme ça, puis de brasser nos idées. Puis finalement, en général, je sors toujours, en tout cas pour moi, je sors toujours du fait que je grandis de ces expériences-là, parce que ça me permet justement de mettre mon expérience en jeu face à un autre qui a une expérience qui est différente de la mienne et de ramener finalement à quelque chose de mieux pour l'ensemble, pour les deux, puis d'aller plus loin et non de vouloir juste avoir une entité centralisatrice qui, elle, généralement, n'a pas cette souplesse-là, cette capacité-là. Puis là, en tout cas, bref, c'est pas un modèle que j'apprécie, mais je préfère beaucoup plus la collaboration. Là. Ouais, je vois de l'émotion, là. Je vois de l'émotion. Les nerfs. Ce que
Ouais, non, c'est pas autant de l'émotion que j'allais commencer à faire des choses dans lesquelles il était plus litigieux, puis j'ai juste retenu le litige. Ouais, j'ai vu ça, là. Entre autres, ce que Nicolas dit, là, c'est qu'il faut lire entre les lignes. Avec un partage d'informations de cette façon-là, là, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus d'ajouter de la bonification à notre expertise d'un point de vue national, on en ajoute d'un point de vue aussi personnel, puis ça rehausse le plaisir qu'on a aussi à faire ce travail-là. Un de mes anciens patrons disait, si tu n'as pas de plaisir dans ce que tu fais, je ne parle pas de quelqu'un qui commence à l'ouvrage, qui s'approprie ses rôles, ses responsabilités, ses tâches, là. Je parle de quelqu'un qui commence, après 2, 3, 4 ans, à être à l'aise dans son siège, vouloir ou non gravir les échelons. Moi, j'ai décidé que non. Puis c'est une décision très réfléchie, puis j'ai mis justification. Mais pour toutes les autres, décider d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait, c'est important. C'est important parce que c'est ce qui maintient la petite flamme de rehausser nos compétences. La passion, oui. Partager nos compétences. Puis, savez-vous le bénéfice que ça donne? Moi, je vais vous le dire, hein? C'est aussi avoir de la crédibilité vis-à-vis de nos pairs et notre gestion. Quelqu'un qui arrive morose, là, puis qui présente un état de situation catastrophique, là, mais qui a été géré, ouf, c'est lourd puis c'est plate comme épisode, là. Quelqu'un qui débarque en plein cœur du problème, mais qui est motivé, qui ne baisse pas les bras, puis qui est capable de pointer du doigt son VP en disant « Hey, là, j'ai besoin de toi, clic, clic, clic », puis qui vous connaît avoir de la passion et du plaisir. Côté crédibilité, le VP va se lever puis il va dire « Parfait, t'as besoin de quoi? T'as besoin de quoi? On cancelle l'appel, on se prend en privé, go, on opère. » C'est la simple différence. Il faut avoir du plaisir. Bien oui, du plaisir, puis arriver avec un point de vue positif, puis c'est ça que tu mentionnes, parce que si on arrive avec un point de vue négatif, généralement, la chose va mourir assez vite parce que les gens n'aiment pas beaucoup juste d'avoir le problème, mais aiment beaucoup avoir la solution ou avoir des pistes de solutions. C'est d'arriver avec ça, puis c'est ce que j'aime beaucoup faire aussi. Je présente jamais une solution comme étant dramatique puis étant fatale. Je présente toujours une solution avec une opportunité pour aller ailleurs, pour faire autre chose, puis s'améliorer. Donc, c'est toujours très dans cet axe-là qu'on va, en tout cas, personnellement, que je travaille, là, et que, dans le fond, la centralisation vient un peu nuire à cet axe-là parce qu'on devient l'organisme central. Passons à la nouvelle suivante et la dernière. Et vous aurez remarqué que Vincent n'a aucune nouvelle cette fois-ci parce qu'il était vraiment too much occupé, fait que j'ai pris la relève. Merci, Nico. Je sais que je peux compter sur toi. Ah, ça change un peu de l'époque où tu avais des feuilles déjà toutes préchargées et tout ce que c'était de ton époque de vérification. Ah, les voies du Seigneur, des fois, sont impénétrables. Non, c'est pas vrai. J'ai une charge de travail relativement élevée ces derniers temps et c'est très professionnel. Il n'y a rien de personnel là-dedans, mais je sais que je peux compter sur Nico. Oui. Mais c'est ça. Mais écoutez, je pense qu'on a une belle chimie, lui et moi, là. Ça fait juste plaisir de te taquiner un peu parce que tu avais l'habitude de justement nous avoir surchargé anciennement. Là, c'est l'inverse. Fait que c'est un juste échange. Knock yourself out. C'est ce que je fais. Dans la nouvelle, le NIST parle d'une forme d'étiquetage ou d'étiquette de nutrition au niveau de la sécurité pour les objets connectés. Les fameux IoT, notre téléphone intelligent, nos senseurs intelligents, et ainsi de suite. Donc, il y a une approche de cette nature-là, ce qu'on voit de plus en plus sur le marché. Tu nous ramènes-tu aux 12 groupes alimentaires où à notre époque, on avait comme 4 groupes alimentaires? Ah, c'est pas vrai. J'ai dit comme. Ah, merde. Je voulais pas dire ça. Nous avions 4 groupes alimentaires. Puis quand tu refais le pont, les bases, le baseline, écoute, peu importe, on n'en a pas 12. On en a 4, ça suffit, là. Ah, nice! Ouais, ben c'est un peu la critique de cette approche-là parce elle met entre les mains de l'industrie l'étiquetage elle-même, donc aucune vérification externe, ce qui mène à souvent des dérives, puis on l'a vu avec l'alimentation aussi, puis on voit aussi avec les lobbies au niveau de l'alimentation, là, qu'on soit d'accord ou pas. L'industrie laitière est un lobby très puissant
et vont influencer un certain nombre de choses. Donc, est-ce qu'il faut se poser la question, est-ce que c'est neutre ou pas? Ben, dans le cas du lait, par exemple, il faudrait peut-être se poser la question de la neutralité et de tout ce qui s'ensuit. Mais au niveau on retourne au cyber, c'est un peu le même élément. On met dans les mains, puis dans ce cas-ci, c'est pas une entité externe qui fait le labeling ou l'étiquetage, c'est l'entreprise elle-même qui décide de labeller elle-même ses produits au niveau de la cybersécurité. Donc, effectivement, je vois dans ta face, Vincent, que c'est clairement, tu trouves ça louche. C'est effectivement fucking louche. Plus que j'ai déjà pété l'étiquette d'explicite sur les choses, je me gênerai plus. C'est vraiment fucking louche. Ouais, tu sais. Non, écoute, c'est comme si tu nous arrivais avec un comment je dirais ça? Un nouvel élément dans le tableau périodique. C'est ça. Mais, sans preuve, là. Avec aucun des éléments connus qui permet sa conception ou sa définition, hein, disons-le comme ça, sa provenance, son origine. Puis les compagnies on leur laisse une forme de critère d'éducation à mettre sur des étiquettes. Oh, j'ai 2-3 petites personnes en tête qui vont faire des petits scénarios sur Facebook ou sur leur chaîne YouTube, puis qui Facebook va être obligé de mettre des logos de désinformation, blabla. Non. Mais, on est intelligent. On est intelligent, toi puis moi. On essaye. D'amener ce problème-là, puis de dire qu'on a besoin du gouvernement pour établir les bases, mais d'un autre côté, donner trop de pouvoir aussi au gouvernement a des effets aussi néfastes dans ce dossier-là. Ça prendrait... Écoute, ça prend... Et je savais pas que tu allais arriver avec cette nouvelle-là. Pour vrai. Puis honnêtement, j'ai des aspects cyber sur de la bouffe, là. Come on! Honnêtement, là, j'aimerais ça, un juge d'une 20aine d'années, si ça existe au Canada, qui s'assoit et qui dise « Hey, il y a des fois, il faut sortir les déchets monstres, là. Peut-être que ça serait le temps de sortir les déchets monstres sur cet aspect-là. » Je caricature ici, bien entendu. Come on! Ben, il va falloir voir parce que je comprends l'idée, comme on a eu les étiquettes alimentaires sur la bouffe, qu'on aille en cyber avec les IoT, qu'on arrive avec des étiquettes qui aident les gens à prendre des bonnes décisions. On l'a vu, Apple l'a fait sur son App Store, sur les iPhones, dans lequel on a une forme d'étiquette qui est quand même faite par le fabricant, encore une fois, qui dit quelle information qu'il récolte sur nous. Est-ce que ça va avoir un effet intéressant? Jusqu'à présent, on n'a pas vu la matérialisation de celle-ci parce qu'on n'a pas de contre-pouvoir ou de contre-vérification, donc on laisse dans les mains de compagnies qui veulent faire de l'argent l'information qu'ils veulent divulguer. Donc, ça vaut ce que ça vaut. Ça serait le fun que ça aille plus loin, c'est-à-dire que vraiment on puisse prendre une décision éclairée, puis on revient toujours à ça. Quand j'achète un bidule électronique, un thermostat intelligent, que ce thermostat-là me donne une fiche, OK, ben moi, quand tu dis comme thermostat intelligent, ben voici ce que je consomme, que je ramène dans un centre de données aux États-Unis, que j'ai sur toi, qu'est-ce que mon équipement va faire, et ainsi de suite. Mais connaissant le milieu du cyber en général, j'ai de la misère à savoir comment on va être capable de quantifier ça, comment mettre ça dans des termes que les gens normaux vont être capables de comprendre. Même moi, je ne suis même pas sûr de pouvoir comprendre comment faire ces affaires, cette analyse-là. Je vais te poser une question. Do you like tasty weeds? Do you even know what tastes like tasty weeds? Chicken. C'est rendu complètement capoté, là. Oui. Hey, mais t'as vu l'image. T'as vu l'image. T'as vu l'image. Hey, ça suffit, là. Ça suffit. Hey, si vous voulez mon humble avis, ça suffit, là. Tu sais, Snap, Crackle, Pop, là. Les trois petits magiciens, les 3 petits lutins dans ma boîte de Rice Krispies, là, qui commencent à récupérer éventuellement et d'une sorte de façon l'information sur ma consommation. Wow. Tu sais, ma consommation, là, l'objectif, c'est down the drain. Quand je siège sur le trône. Tu sais, si vous voulez placer une sonde, mettez-la là.
Mais c'est rendu qu'on l'a probablement là, à la sortie, mais ils veulent la mettre à l'entrée, ça n'a pas de bon sens, alors. Non, ils veulent tout. Fait que c'est un peu... il y a un peu de travail à faire encore là-dessus. J'espère qu'ils vont réussir à atterrir quelque chose d'intéressant éventuellement, mais moi, je suis pas d'avis qu'on va voir quelque chose de crédible prochainement. Et pour moi, ça termine la dernière nouvelle et je pense qu'on a encore glissé encore énormément sur les sujets-là. On a eu beaucoup de plaisir à discuter. Donc, sur ça, moi, je conclus. Je conclus également. Que de plaisir de faire ces podcasts avec Nico. Yes! Plus! Ciao!